C'est bon? Alors, donc, bonjour à toutes et à tous. Donc, je vous remercie d'être présents, alors présents en ligne, mais présents quand même. Donc, je m'appelle David Julien et aujourd'hui, je vais vous parler, donc, comme le titre l'indique, eh bien, d'un aspect particulier du télétravail qui est l'aspect écologique. Et vous allez voir que c'est un aspect qui est beaucoup plus complexe qu'il n'y paraît. En effet, au vu de ce qui s'est passé lors du premier confinement, moi j'ai un problème de diapo, j'arrive pas à les avancer. Alors, en effet, au vu de ce qui s'est passé lors du premier confinement, avec notamment les images de villes autour du monde avant confinement et pendant confinement, où on a pu observer notamment la disparition des smogs, donc des nuages de pollution, ou même comme ici, comme le montre cette cartographie du nord de l'Italie, donc avant le premier confinement et pendant, où on constate une diminution des émissions des oxydes d'azote, donc émissions qui sont notamment dues à la pollution liée au transport. Eh bien, on peut être tout de suite tenté de dire, eh bien, le télétravail imposé par le confinement a forcément un bénéfice écologique sûr, vu qu'il empêche la pollution liée aux émissions des transports. Alors c'est exact, à court terme du moins. Puisque si on souhaite appliquer le télétravail à plus long terme, ce qui sera le cas eh bien, après la pandémie, on le verra, eh bien, différents effets, appelés effets rebonds, eh bien, peuvent venir atténuer les effets bénéfiques du télétravail sur l'écologie. Donc pour ce faire, dans un premier temps, je vais faire un point rapide sur la situation du télétravail en France et en Europe avant la pandémie. Ensuite, je vous parlerai plus précisément de quelques effets rebonds qui vont nous intéresser, puisqu'il y en a beaucoup, mais il y en a quelques-uns qui vont agir en particulier sur l'écologie du télétravail. Ensuite, je parlerai du choix du type de domicile et de bureau, qui là aussi, on va le voir, peut avoir un certain impact sur l'écologie. Et pour finir, j'apporterai la conclusion à tout ceci. Donc avant la pandémie, il faut savoir que la France comptait de plus en plus de navetteurs. Alors, un navetteur étant un salarié qui travaille dans une commune qui n'est pas sa commune de résidence. Et donc, comme on peut le voir, 70% des Français utilisaient leur véhicule personnel, parfois même tout seul, pour se rendre sur le lieu de travail, ce qui représentait néanmoins 12 millions de tonnes de CO2 par an. Et comme on peut le voir à travers les données de ce tableau, eh bien, la répartition de ces navetteurs n'est pas quelque chose qui est homogène à travers la France. On constate que les régions les plus urbaines comme les Hauts-de-France ou l'Île-de-France en comptent beaucoup plus que des régions plus agricoles comme la Corse, la Réunion ou la Guyane. Et dans le cas des Hauts-de-France, cela concerne surtout des navetteurs qui se rendent tous les jours sur Paris. Et je suis bien placé pour en parler, étant donné que j'habite quand même une ville qui compte une proportion très importante de ces navetteurs. Petite anecdote, il faut savoir que, en termes de trafic quotidien, la gare du Nord est la première gare de Paris, de ce point de vue. C'est vous voyez. Et donc le télétravail était à cette époque très peu appliqué en France, et en Europe même, ce n'était pas quelque chose qui était utilisé de façon homogène. On constate d'après cette cartographie eh bien, que les Hollandais et les Finlandais étaient ceux qui appliquaient le plus le télétravail, donc en 2018, et beaucoup moins dans les pays de l'Est ou les pays du Sud, les pays latins en général. Alors, dans le cas des pays de l'Est, cela peut s'expliquer par des problèmes d'infrastructure, puisqu'il faut savoir que là-bas, eh bien, les zones rurales sont encore très isolées et que l'accès à Internet y est très difficile. Et que dans le cas des pays latins ou du Sud, eh bien, c'est avant tout des questions de mentalité, puisque là-bas, on considère que si un salarié n'est pas présent sur son lieu de travail, eh bien, il ne travaille pas. Mentalités qui peuvent être amenées à évoluer avec le temps. Et donc, on peut penser que tout de suite, le télétravail ne génère pas de déplacement, du moins pas ceux nécessaires habituellement pour se rendre sur le lieu de travail. C'est exact, mais ça ne veut pas dire qu'il n'en génère pas de nouveau non plus. Et là, c'est là qu'interviennent les effets rebonds. Le premier qui va être visible presque immédiatement lorsque on applique le télétravail, c'est ce qu'on appelle l'effet nouvelle mobilité quotidienne. Alors cela se traduit d'abord par le fait que le véhicule qui n'est pas utilisé pour se rendre sur le lieu de travail, eh bien ce véhicule se retrouve alors disponible pour les autres membres du foyer. Mais on observe également un transfert de mobilité du week-end vers la semaine. Et quand je parle de mobilité, à niveau digital professionnel, mais avec des colis à la mais surtout, la proximité avec le lieu de vie engendré par le télétravail eh bien, va provoquer de nouveaux déplacements. Excusez-moi. De nouveaux déplacements, puisque le temps qui n'est pas utilisé pour le transport vers le lieu de travail, eh bien ce temps se retrouve disponible pour faire de nouvelles activités, comme par exemple des activités associatives, sportives, ou même
voilà, comme je le disais, de nouveaux déplacements, ce qui nous entraîne vers l'effet rebond suivant, l'effet chaîne modale. Et donc cet effet se traduit, comme on le voit dans l'exemple ci-contre, par le fait que, comme à gauche, dans le cas où le salarié se rend tous les jours sur son lieu de travail, eh bien, les déplacements lors du télétravail ne se font plus en chaîne, comme à gauche, mais en étoile, comme à droite. Et on constate bien que eh bien, de nouveaux déplacements sont ainsi générés par ce déplacement en étoile, ici pour aller chercher les enfants à l'école, ou on peut penser aussi pour effectuer de nouvelles commissions. Un nouvel effet va apparaître lorsque le télétravail est appliqué, l'effet logement, puisque mécaniquement parlant, eh bien, la consommation d'énergie au domicile du salarié va augmenter naturellement. Quand je parle d'énergie, je parle aussi bien pour Internet, les ordinateurs, l'éclairage et tout, mais surtout pour le chauffage et la préparation du repas. Cette surconsommation, cependant, peut être modérée par la responsabilisation du salarié, puisque les charges énergétiques importent désormais au salarié et non plus à l'employeur, comme c'est le cas lorsque le salarié est en présentiel. À plus long terme, un nouvel effet rebond va apparaître, l'effet relocalisation. Prenons par exemple un travailleur banlieusard, qui s'est installé en banlieue pour être le plus proche possible de son lieu de travail. Eh bien, si à l'avenir, il devait être amené à davantage télétravailler, eh bien, le souhait de déménager pourrait lui apparaître, pour par exemple partir en province à la recherche de biens immobiliers moins chers, avec plus spacieux, disposant d'un espace plus grand, voire parfois même d'un changement total de mode de vie, en entraînant par exemple un déménagement vers une autre région au climat plus propice. C'est là que les choses se compliquent. Puisque en effet, en fonction eh bien, du choix du domicile et du lieu de travail du salarié, eh bien, l'effet bénéfique du télétravail sur l'écologie peut être plus ou moins fortement atténué. Prenons pour référence, comme dans l'exemple ici, un salarié qui travaille à 10 km de son domicile. Chaque aller-retour, ayant fait 5 par semaine, lui fait émettre environ 4 kg d'équivalent CO2, donc 20 kg de façon hebdomadaire. Dans le cas où ce salarié déménage, et donc dans une zone périurbaine, comme ici à Rambouillet, il se retrouve amené à devoir prendre sa voiture pour se rendre à la gare, utiliser des petites lignes comme les Transiliens ou le TER, puis les transports en commun, tels que le métro, le RER, pour se rendre à son lieu de travail. Dans ce cas-là, s'il ne veut pas dépasser les émissions de la référence, il ne doit pas effectuer plus de 2 fois cet aller-retour par semaine. Plus compliqué. S'il déménage dans une zone plus isolée, une zone rurale, où là aussi il se retrouve à devoir prendre sa voiture pour se rendre à une gare, mais une gare, cette fois, de grande ligne, corail, TGV. Eh bien, dans ce cas-là, il ne pourra pas effectuer plus d'une fois cet aller-retour par semaine s'il ne veut pas dépasser les émissions de référence. Encore plus compliqué, si il ne change pas de lieu de travail, mais qu'il déménage vers une autre région, complètement à l'opposé de la France, eh bien, il se retrouve à devoir prendre l'avion pour se rendre sur son lieu de travail, et dans ce cas-là, il ne pourra pas effectuer plus de 2 fois par an cet aller-retour s'il ne souhaite pas dépasser les émissions de référence. Donc on constate que plus on habite dans une zone isolée et plus le télétravail est appliqué longtemps en semaine, plus les économies de CO2 sont importantes. Comme on peut le constater, presque 1 tonne d'économie par semaine d'équivalent CO2 en zone rurale. Et d'autre part, l'effet immédiat qu'aura l'application du télétravail sur l'écologie, c'est d'un point de vue utilisation du papier, puisque il faut savoir qu'en moyenne, un salarié consomme en moyenne 70 à 85 kg de papier par an, et que, il faut savoir, 25% des documents sont jetés 5 minutes après impression, et pire, 16% d'entre eux ne sont même pas lus. Donc, on constate bien que, d'un point de vue de l'utilisation de papier, eh bien, le télétravail apporte un avantage certain. Et je parlais tout à l'heure du choix du type de bureau, eh bien, je vais en venir. Il y a 3 types de bureaux auxquels nous allons nous intéresser pour illustrer mon exemple. Eh bien, prenons la situation de référence, qui sont des bureaux traditionnels fermés, donc qui se traduit par l'effet BOD, donc BOD pour Bureau on Demand. Donc, quand on entend bureau traditionnel fermé, on pense à ordinateur personnel, fixe, la plupart du temps, éclairage personnel, chauffage personnel, et en moyenne, on estime que chaque salarié dans un bureau traditionnel consomme 22 mètres carrés de surface. Un bureau très énergivore, anciennement. On peut tout de suite penser, pour y remédier à cela, eh bien, de mettre en place des flex-office. C'est vrai. Mais il y a 2 types de flex-office. Tout d'abord, les flex-office diffus, qui sont notamment présents dans des compagnies où le télétravail n'est pas forcément prévu pour être implanté en permanence. Dans ce cas-là, la surface
consommée par salarié va être très réduite, mais les salariés disposent tout de même d'un bureau attribué et dans certains cas d'un téléphone fixe, souvent. Mais le simple passage de l'effet BOD-NO à BOD-DIF, eh bien, va permettre une réduction de 20% déjà de surface consommée par salarié et surtout presque 800 kg d'économie en équivalent CO2 par an. On peut encore faire mieux en appliquant des bureaux, des flex office organisés, donc BOD-org, qui eux se trouvent dans des compagnies qui ont prévu de pouvoir implanter le télétravail à tout moment. Et donc dans ce cas-là, eh bien, il n'y a plus de bureaux attribués aux salariés et les salariés, comme dans le cas aussi du flex office diffus, ramènent leur propre machine, donc des ordinateurs portables, et n'ont plus de téléphone fixe. Les économies réalisées en équivalent CO2 sont encore plus importantes, presque une tonne. Mais surtout, le flex office organique, le passage de bureau traditionnel fermé flex office diffus à flex office organisé, va permettre une diminution encore de 20% du nombre de bureaux. Ce qui, d'un point de vue non seulement énergétique est avantageux, mais aussi d'un point de vue coût de l'immobilier. En particulier, lorsque l'on constate l'augmentation du coût immobilier ces dernières années dans les grandes villes. Et donc, la conclusion à apporter à tout cela. Eh bien, avant la pandémie de Covid-19, selon cette étude de l'ADEME, 3 scénarios se présentaient pour le développement du télétravail. Le pire scénario présenté ici nous semble peu envisageable, et ce pour 2 raisons bien précises. Premièrement, parce que certes, l'installation dans une zone rurale avec un bien immobilier plus grand, plus spacieux, où le télétravailleur est sûr de pouvoir acquérir un espace personnel pour travailler au calme, eh bien, représente certes cet avantage, mais l'inconvénient que pour faire des allers-retours, eh bien, il se doit de dépenser du carburant. Et le budget du carburant, on l'a vu notamment ces dernières années avec la crise des gilets jaunes, tend à augmenter de plus en plus au sein des ménages. D'autant que, et la deuxième raison, c'est que la sauvegarde du modèle de bureau traditionnel fermé, eh bien, n'est pas avantageux non plus pour les employeurs, non seulement en termes d'un point de vue du coût de l'énergie qui, lui aussi, pensons, tend à augmenter ces dernières années, mais surtout aussi, comme je l'ai dit tout à l'heure, d'un point de vue coût immobilier. Donc on peut constater que bien avant la pandémie, le télétravail tendait à avoir un effet bénéfique sur l'écologie. Et la pandémie n'a fait qu'accélérer un processus qui était déjà en marche. Puisqu'il faut savoir que, accrochez-vous, pendant le premier confinement, le nombre de télétravailleurs a été multiplié par 6. Mais là encore, de façon très disparate, comme on peut le constater sur cette cartographie. Cette disparité peut être atténuée avec le temps et avec le développement du télétravail. Et qui dit nombre d'augmentation de télétravailleurs dit forcément augmentation d'utilisation des logiciels associés au télétravail, dont le plus connu, Teams et Zoom. Teams qui est d'ailleurs utilisé aussi au sein du CESI pour les cours en distanciel qui eux aussi ont augmenté pendant les différents confinements. Et donc, la conclusion que l'on peut apporter à tout ça, eh bien, c'est qu'on parlait souvent du monde d'après lors du premier confinement, et ce n'est pas faux, puisque effectivement, la pandémie a accéléré un processus qui a fait que le monde d'après ne sera absolument plus comme le monde d'avant, et on ne reviendra pas au monde d'avant. Puisque d'après un sondage Odoxa, les 3/4 des Français souhaitent qu'à l'avenir le développement du télétravail se poursuive, mais pas le télétravail à 100% de façon hebdomadaire, mais une alternance entre période de présence sur site et période de télétravail. 90% d'entre eux pensent que le télétravail est idéal pour diminuer la pollution, et les 2/3, surtout, pensent que le télétravail est idéal pour atteindre l'équilibre vie de famille, vie professionnelle. Ce qui est l'argument que l'on peut mettre au premier plan pour inciter au développement du télétravail. Alors cependant, ce développement peut se heurter à certains freins. Premièrement, eh bien, le télétravail peut engendrer un sentiment d'isolement des salariés vis-à-vis de leur entreprise. Et cela se traduit aussi chez les étudiants via le sentiment d'isolement qu'ils ressentent en ce moment à cause du tout distanciel, donc des risques psychologiques. Mais surtout, et là on pense notamment dans le cas de salariés qui sont parents, eh bien, que la présence des enfants chez eux, surtout dans le cas où ils n'ont pas de pièce à eux pour pouvoir travailler au calme, eh bien, peut poser là aussi un certain problème pour développer le télétravail. Donc certes, le télétravail a un développement de potentiel qui est énorme, mais ce développement a besoin d'être encadré pour pouvoir être optimisé. Voilà. Je vous remercie de votre attention. Est-ce que vous avez des questions ?
Alors, on a une question qui nous a été remontée. Oui. Donc, est-ce que la consommation des data centers liée à l'explosion de l'utilisation des logiciels pour le télétravail Mhm. peut être considérée comme un effet rebond? Alors, effectivement, oui. Mais sauf que dans ce cas précis, eh bien, ce n'est pas quelque chose sur lequel ni le télétravailleur ni l'employeur n'ont malheureusement grand pouvoir dessus. Alors, heureusement, certaines grandes compagnies, comme vous avez dû le voir dans la conférence précédente, comme Microsoft, ont songé à trouver des solutions en, y- en faisant l'expérience notamment de data centers immergés. Puisqu'il faut savoir que dans la consommation électrique des data centers et autres serveurs, c'est surtout la climatisation qui est la plus gourmande en électricité. Mais on pourrait aussi optimiser ce dégagement de chaleur en chauffant par exemple les immeubles avec les data centers, ce qui se fait déjà un peu partout à travers le monde. Mais à l'avenir, là aussi, cette optimisation pourra se faire davantage, si c'est bien encadré. D'accord, très bien. On a une autre question. Donc, comment puis-je mettre en place le télétravail pour des nouveaux venus dans mon entreprise? Comment lui faire confiance? Alors comment lui faire confiance alors? Disons que, bon, je ne suis pas RH, mais cependant, moi je vous donne mon avis personnel. Je pense que mettre en place tout de suite le télétravail dès qu'on arrive dans une nouvelle entreprise, ce n'est pas une bonne solution parce que il est quand même important que le salarié sente une certaine appartenance réelle à l'entreprise et qu'il ait le temps de pouvoir créer des liens avec les autres salariés de sorte à ce qu'il se sente réellement intégré pleinement. Et après seulement, on pourra lui poser la question du télétravail. Donc, moi personnellement, ce n'est pas mon avis, hein, je suggérerais que d'abord, eh bien, il y ait une période en présentiel pour qu'il apprenne à prendre des habitudes, créer des liens, et puis qu'ensuite, eh bien, il commence peu à peu à développer le télétravail, d'abord un jour, et puis deux, et puis ainsi de suite. Voilà. Très bien, merci. Alors, on a une autre question. Pensez-vous que maintenant du télétravail pourrait être envisageable à l'avenir? Enfin, maintien. Un maintien du Ouais, télétravail peut être ouais, envisageable à l'avenir. Oui, tout à fait, bien sûr, mais là, comme je l'ai dit à la toute fin, eh ben, puisqu'il y a un souhait réel de la part des salariés de développer le télétravail, notamment à cause de la proximité avec le lieu de vie, puisque pendant le confinement, eh bien, de nouvelles habitudes ont été prises, notamment les Français ont délaissé les grandes surfaces pour aller se ravitailler vers les marchés locaux ou les commerces plus locaux et tout, et ce qui permet là aussi de participer au développement de l'économie locale qui va être une économie clé pour atteindre une société de développement durable. Donc oui, forcément, le télétravail pourra tout à fait se maintenir, puisque comme je le disais, le monde d'après ne sera pas le monde d'avant et on ne reviendra pas au monde d'avant, mais il faut, il faut que ce développement du télétravail puisse être encadré, et c'est tout ce qui manque à l'heure actuelle. Mais je pense que la question va être amenée à être posée dans les prochains mois, une fois la pandémie terminée, bien entendu. Alors, on a une autre question. Oui. Est-il intéressant de fermer complètement un site pour mettre tous mes salariés en télétravail? 100% télétravail. Alors, ça dépend. J'ai envie de dire ça dépend. Ça dépend surtout quel type d'entreprise. Et puis surtout, ça dépend pour combien de temps euh, ça, pour combien de temps cette mise en full distanciel, si j'ose dire, eh bien, devrait être amenée à être appliquée. Je veux dire, à mon avis, je pense que déjà un mois, c'est déjà pas mal en full distanciel. Et on pourrait alterner, par exemple, idéalement une semaine ou 2 semaines de présentiel et puis un mois de full télétravail, un petit peu comme en alternance en fait, tout simplement. Mais mettre du full distanciel tout le temps, non. Ce n'est pas du tout idéal, comme je l'avais dit lors de la deuxième question. Donc notre contact humain est quand même très 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 important, qu'il ne faut pas oublier. Alors, on a une autre question via le chat. Est-ce que les personnes qui font du télétravail sont couvertes en cas d'accident? Ah ah. Alors ça c'est une bonne question. Alors là aussi, je vous donne mon avis personnel. Je pense que si c'est un accident qui n'est pas effectué avec l'outil de travail, bon, ce qui peut arriver, hein, on ne sait jamais. Si c'est effectué avec l'outil de travail donc fourni par l'employeur, eh bien, il y a des risques que ce soit l'entreprise du salarié qui soit amené à le couvrir. Je pense, hein, je ne suis pas sûr. Mais si en revanche, eh bien, c'est un accident qui relève d'accident domestique, eh bien non. Non, 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 là, non, je ne crois pas que ce soit couvert, non. C'est tout ce qu'on a comme question pour l'instant. D'accord.
Eh bien, je vous remercie de votre attention et de vos questions, et je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.